Pour commencer, que ce 27 janvier, c'est d'abord le 77e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par les troupes soviétiques. Après avoir fait face au présent en 2018 avec l'écrivain et essayiste Camille de Toledo, après avoir imaginé un nous pour demain en 2019 avec le philosophe Francis Wolff, après avoir réfléchi à la notion de proximité en 2021 avec la phénoménologue Corinne Pelluchon, l'Institut d'études françaises de Saarbrücken a le plaisir de recevoir ce soir Alexandre Geffen. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à vous Valérie, bonsoir à toutes et à tous. Et merci donc d'avoir accepté de vous connecter avec nous. Alors, Alexandre Geffen est directeur de recherche au CNRS, critique littéraire et cofondateur en 1999 avec René Audet du fabuleux site internet fabula.org, une association de chercheurs s'intéressant à l'articulation entre théorie et histoire littéraire. Alors, nous avons invité Alexandre pour reconstruire ensemble le monde. Reconstruire ensemble, c'est en effet le thème choisi cette année pour explorer, je cite, la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de construction et de fabrication de nos objets. Alors on entend d'abord évidemment dans ce choix, comme dans le commentaire officiel qui l'accompagne, la vie recluse, ou du moins entravée, diminuée, à laquelle nous a contraint et nous contraint toujours la crise sanitaire, et en réaction, tout ce que nous pouvons imaginer, inventer, créer pour y remédier, c'est-à-dire lire, écrire, ou encore se promener dans la nature. Alors, un vaste programme donc, nous attend, cher Alexandre, et ça va consister à examiner, à partir de deux de vos essais, donc tout d'abord, l'idée de littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention, publié chez Corti en 2021, et puis réparer le monde, la littérature face au XXIe siècle, republié chez le même éditeur la même année, après avoir connu un très vif succès à sa sortie en 2017, la manière dont la littérature pourrait nous sauver, nous guérir, ou du moins nous faire du bien, nous redonner, en d'autres termes, le désir et le courage d'habiter le monde, sinon en poète, du moins en citoyen. Alors, je propose que notre rencontre se déroule de la manière suivante. On va échanger, vous et moi. Je m'interromps un dixième de seconde parce que j'ai un livreur qui passe, mais je suis là dans une seconde. Allez-y, continuez. Hein. Je suis encore avec ça, mais si je ne vais pas à la porte, ça va sonner, je ne vais pas y arriver. On va échanger donc avec Alexandre à partir des deux essais que j'ai mentionnés. Et puis, je voudrais céder la parole ensuite à deux témoins qui prononceront une sorte de plaidoyer en faveur de la littérature thérapeutique. À Monique Greff, d'une part, et puis à Antonia Yurum, d'autre part. Nous y reviendrons. Alors, ma première question, Alexandre, est la suivante. En 1975, Paul Bénichou publie Le Sacre de l'écrivain, 1750-1830, essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, dans lequel il examine tout ce qui, durant cette période, visait à investir la littérature d'une fonction sociale éminente, à commencer bien sûr par la mission de l'écrivain, telle que l'a incarnée de manière absolue Victor Hugo. Alors, loin d'être un thème secondaire, l'écrivain est au XIXe siècle l'idée centrale,
selon laquelle les autres idées s'ordonnent. Ce prestige de l'écrivain et de la littérature est-il, selon vous, typiquement français? Je crois que le prestige de l'écrivain est plus ancien, hein. C'est une tradition française sans doute à reprendre sur la longue durée. Les académies, l'institution littérature en France date au moins du XVIIe siècle. Ce qui est peut-être nouveau au moment que vous désignez, hein, c'est celui, je te l'envoie par SMS, c'est celui de l'héroïsation personnelle d'un écrivain qui est pensé dans la difficulté, dans la souffrance propre à sa condition. L'écrivain n'est plus cet honnête homme au service du roi qu'il avait été, mais l'écrivain devient le héros d'une cause, le prêtre d'une nouvelle religion qui doit porter le magistère de la littérature dans des situations qui sont inversement proportionnelles à l'aura dont il dispose. Et ça, c'est quelque chose qui a été formidablement montré par Pierre Bourdieu, hein. L'écrivain au XIXe siècle est à la fois l'objet d'adulation, d'un culte tout à fait nouveau parce qu'il se porte sur sa personne, sur son physique, sur la création du même, et en même temps de plus en plus marginalisé par la société, de plus en plus découplé des autres fonctions de représentation qui étaient des siennes. Avant, l'écrivain était diplomate, homme de cour. Désormais, l'écrivain est le héros d'une religion qui s'appelle la littérature. Et à ce titre-là, il exerce un magistère tout à fait original. Et ça, je crois que c'est vrai dans toute la culture européenne. Ce que nous dit Pierre Bourdieu, c'est que cet écrivain héroïsé est en même temps un écrivain appauvri, un écrivain relégué dans la bohème, un écrivain qui a perdu les révolutions françaises, qui pense par son aura, par son statut symbolique, cette perte de cette perte de statut social, pourrait-on dire, hein. Et on peut compléter ça par des analyses tout à fait importantes qu'a mené Gisèle Sapiro sur cette question, qui montre que la spécialisation des métiers qui s'opère au XIXe siècle et qui conduit à ce que l'écrivain ne soit plus qu'écrivain, se fait sans doute au profit d'une attractivité fantasmatique de l'écrivain romantique qui va être l'intermédiaire entre l'individu et Dieu, mais il se fait aussi au profit d'un écrivain qui se représente lui-même comme misérable, comme marginal, comme opposé, comme n'ayant qu'un rôle de subversion de la société, finalement. Et de ce point de vue-là, l'écrivain commence à entretenir ce rapport particulier au mal, à la difficulté, à la douleur qui le caractérise à partir du romantisme et qui reste très présent. Et c'est pour cela que, en évoquant la figure d'un écrivain contemporain qui sort de sa tour d'ivoire, qui s'intéresse au bien de la cité dans le moment contemporain, j'essaie de montrer ce qui se passe depuis justement cette image de cet écrivain de l'art pour l'art, de la forme pour la forme, de la littérature pour la littérature, qui est construit au XIXe siècle et qui, à mon sens, trouve son terme, hein, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, lorsque l'écrivain se réintéresse aux affaires du monde. Alors, vous montrez très bien dans votre généalogie de l'idéologie esthétique de la littérature comment, après s'être définie par son inutilité et son intransitivité, elle s'est peu à peu métamorphosée en une pratique communicationnelle et relationnelle dont la fonction, écrivez-vous, est éthique et même démocratique. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord revenir sur cette notion d'intransitivité et par opposition
sur celle de transitivité, condition nécessaire à sa démocratisation. L'intransitivité, c'est le fait que la littérature est comme premier objet, comme objet le plus intéressant elle-même. Le fait qu'elle réfléchisse sur elle-même, qu'elle soit réflexive, le fait qu'elle soit citationnelle, qu'elle soit intertextuelle, qu'elle évoque son passé, le fait qu'elle travaille d'abord un matériau qui est le langage, quitte à se couper de la communication ordinaire. Cette intransitivité, cette autonomie de la littérature, elle est compréhensible au moment où s'invente l'ordre esthétique au XIXe siècle et où la littérature veut s'autonomiser des puissants, veut s'autonomiser de la morale et estime qu'elle n'a pas à être assujettie à des directions qui lui seraient données par le pouvoir et entend donc mener au fond sa propre histoire qui ne serait pas l'histoire politique, qui ne serait pas l'histoire sociale, mais qui serait véritablement le devenir de la littérature. Et c'est l'époque où d'ailleurs le mot littérature émerge et où très rapidement le mot littérature devient une sorte de personne imaginaire hein, dont on imagine la vie, les actions, le pouvoir, etc. Cette ère, elle est très bénéfique dans le sens où elle permet la constitution donc, de cette classe très fragile d'écrivains, elle permet une aventure esthétique et artistique extraordinairement riche et des aventures dans le langage aussi puissamment original que celle de tout le modernisme, hein, de Mallarmé à Joyce. Euh, euh, mais néanmoins, elle tente à couper, je le disais, l'écrivain du reste de la société, à couper le langage de ce que Mallarmé appelait les mots de la tribu, et finalement à isoler l'écrivain qui, au fond, d'ailleurs, finit par ne plus exister derrière son œuvre. Hein. L'écrivain n'est plus la personne sociale. Hein. Proust coupe le rapport entre la personne privée et la personne sociale, qui n'est pas la même personne que celui qui est sur la couverture. Hein. Celui qui écrit n'est pas celui qui est sur la couverture. Cette littérature intransitive visant ses propres fins trouve son dernier accomplissement dans le nouveau roman en France, qui va être vraiment l'acmé d'une littérature réflexive, formaliste, à une époque où le structuralisme, où Foucault réfléchit en expliquant que le but ultime de la littérature, c'est la littérature et rien d'autre, et l'interrogation même de l'idée de littérature. Hein, et au fond, la littérature devient une sorte d'entité extraordinairement dépersonnalisée, désincarnée, et vous trouverez ça chez Blanchot, chez Marthe, etc. Cette position d'autonomie, elle est pensable dans un monde hétéronome, dans un monde où les liaisons porte sur l'individu. En tout cas, moi, c'est l'hypothèse forte de mes analyses. Il y a autonomie parce que la littérature veut protéger l'écrivain et le lecteur des interférences pour lui proposer un monde à soi seul. Or, à la fin du XXe siècle, l'individualisme libéral, les crises isolent de plus en plus l'individu et ne le soumettent plus du tout à des injonctions morales, des injonctions politiques. L'individu devient non plus hétéronome, mais lui-même totalement autonome. Il mène sa vie comme il veut, il choisit sa sexualité, sa religion, il peut en changer, il peut se transformer. Il est même invité à se transformer en permanence par des sociétés qui prescrivent dans le capitalisme cognitif l'adaptation perpétuelle à l'environnement. C'est un poids très lourd. Alain Ehrenberg a formidablement analysé ce qu'il appelle la fatigue d'être soi. Et la littérature n'a plus du tout ce même rôle. Elle n'a plus du tout le rôle d'émanciper l'individu, qui est déjà émancipé, qui est presque trop émancipé, qui est isolé, qui est sans lien. Et au contraire, la littérature devient tout à fait à l'opposé d'un instrument d'autonomie, un instrument de relation. C'est l'époque où l'écrivain se resocialise, vient dans des librairies, apparaît dans les médias, devient une personne publique et va très humblement à la rencontre des lecteurs,
dans des tas de circonstances de rencontres, ateliers d'écriture, résidences littéraires, foires et festivals qui pullulent. Et la littérature devient l'objet d'une socialisation à travers, évidemment, Internet et les sites que vous connaissez, les Babelio, les lecteurs.com, mais aussi à travers les clubs de lecture, à travers tous les échanges qui viennent s'appuyer sur ce patrimoine commun qu'est la littérature. Alors bien sûr, le patrimoine commun de la littérature était déjà, à travers l'institution littéraire, une sorte de socle culturel, mais là, c'est non seulement un socle culturel abstrait, lointain, lié à l'identité nationale, mais un socle très, très concret. C'est vraiment l'endroit où je peux partager mon expérience, où je peux me reconnaître, où je peux reconnaître mon expérience ordinaire, parce que cet écrivain de la relation, cet écrivain de la transitivité, se met à parler des problèmes du monde qui ont besoin d'être adressés dans un moment culturel où l'ensemble des crises, l'absence de grands systèmes idéologiques, religieux ou culturels pour y répondre, appelle, crée un trou d'air dans lequel la littérature, avec ses utopies, ses images, ses figures, ses romans, ses fantaisies, vient répondre. Et qu'il s'agisse de répondre à la question de la justice, de la politique, de poser les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux, face à des politiques, face à des idéologies épuisées, la littérature vient fournir des histoires, des symboles, des modèles, des hypothèses, des expériences de pensée, vient constituer le laboratoire dans lequel notre réflexion concrète, incarnée sur le monde et sur nos identités, vient se reformuler. Mmh. Alors, la littérature et en particulier, le roman, comme vous le montrez, ce serait, décentrer en quelque sorte des préoccupations strictement, humaines pour faire place au monde ordinaire, pour faire place, à la nature. Cette écoute élargie du monde qui, je vous cite, fait entendre les pierres, les arbres, autant que les minorités humaines discrètes, traduirait donc l'extension, l'ouverture de la littérature à la question écologique. Alors, dès 2015, donc, Alain Suber-Chicot, professeur d'études américaines à l'Université de Lyon, a tenté de comprendre de quelle manière la littérature s'était peu à peu saisie des questions d'environnement et il appelait de ses voeux la construction d'une éco-critique. Est-ce que vous pourriez expliquer aux participants plus précisément ce terme? Qu'est-ce que l'éco-critique? Alors, je voudrais tout d'abord remettre cette attention qui peut sembler très, très originale et très singulière de la littérature aux animaux vivants dans la très longue continuité de cette attention à l'ordinaire, de cette attention au réel, hein. Tous les littéraires connaissent cet ouvrage essentiel pour nous qui est Mimesis d'Eric Feuerbach, qui explique comment, en fait, la littérature n'a cessé d'étendre le domaine de son intérêt. Elle est passée d'un intérêt porté uniquement sur des aventures advenues à des héros extraordinaires, à la vie et aux événements de la vie bourgeoise, hein, dès le 19e siècle. Et ensuite, son réalisme s'est intéressé au XXe siècle, à notre quotidien, à nos souvenirs, à notre existence banale. Dans cette extension de l'intérêt de la littérature au monde, je crois qu'une étape est franchie lorsque, aux alentours de cette fin du siècle, les écrivains et la société s'aperçoit qu'il y a un grand oublié dans son attention, qui est cette nature, cet environnement, hein. D'ailleurs, le terme d'environnement est problématique parce qu'il supposerait qu'il y ait d'une part l'individu, l'humain, et d'autre part ce qui l'entoure. En fait, en réalité, on découvre notre participation extraordinairement diffuse, extraordinairement continue à un monde qu'on a cessé de piller assez largement, dont on a martyrisé les espèces animales. Et l'extension de la littérature, l'extension
de l'attention de la littérature se porte immédiatement, radicalement, très fortement du côté du monde naturel. C'était dans une certaine mesure déjà le cas chez de nombreux écrivains qui depuis le 19e siècle, pratiquaient ce qu'on appelait le nature writing. Mais ça devient une tendance extrêmement forte d'écrivains qui vont proposer toute une série d'approches, hein, qu'il s'agisse d'enquêtes documentées sur la nature, à la frontière d'ailleurs de l'écologie et du roman. La science et la littérature se recoupent assez largement chez un auteur comme par exemple Anna Tsing, hein, qui recourt à des fictions, qui a une narration très, très littéraire pour raconter à travers la question des champignons notre rapport à l'environnement, ou alors les écrivains vont produire des dispositifs romanesques, formels, tout à fait extraordinaires, en mêlant la narration humaine à des narrations non humaines, en essayant d'imaginer des temporalités plus qu'humaines, en essayant de quitter le simple cadre de la temporalité humaine pour essayer d'être attentif aux énormes aires zoologiques. Et cette écriture va essayer de saisir les échelles différentes, les niveaux d'intrigation extraordinairement forts auxquels la question de l'écologie nous confronte. Et on a donc une littérature tout à fait extraordinairement riche qui, je vous le disais, va de l'enquête jusqu'au roman pamphlétaire pour dénoncer, par exemple, comme Del Amo, l'exploitation dans les abattoirs, en passant par une inventivité formelle tout à fait considérable pour essayer de rendre sensible notre degré d'implication, l'intensité de nos rapports, notre incorporation à l'environnement et à ces problématiques qui échappent largement au cadre traditionnel humain qui avait jusqu'alors gouverné la littérature. Et ce mouvement littéraire a clairement été enregistré par la critique qui très vite va essayer de décrire hein, cette attention nouvelle à l'environnement géographique. Hein. C'est la naissance de la géopolitique, invitée par Michel de Guy et Kenneth White, et ça va être l'attention plus générale à ce qu'on a appelé l'éco-poétique, hein, les poétiques de l'environnement. Et dans ce champ-là, naît un champ disciplinaire particulier qu'on appelle l'éco-critique, hein, qui peut être entendu dans un sens restreint, la critique littéraire de la littérature liée à l'écologie, mais qui en fait a une dimension beaucoup plus vaste, qui est celle d'une critique de la culture, hein, au sens de Cassirer, de Benjamin, avec une dimension très très militante, hein, qui est donc proche de l'éco-philosophie, si vous préférez, et que vous trouverez dès les années 90 aux USA, à travers des gens comme Laurence Buell, hein, et cette éco-critique, elle vise à décrire et à déconstruire les formes de domination humaine sur l'environnement, le racisme environnemental, comme on a pu le décrire. Donc voilà ce périmètre de l'éco-critique, hein, éco-critique au sens strict, éco-poétique si vous préférez, et au sens anglo-saxon, cultural studies, destiné à analyser les formes de domination et à déconstruire une philosophie qui avait oublié notre incorporation pour penser une opposition radicale entre la nature et la culture, l'homme et son environnement, l'homme et l'animal, etc. C'est toutes ces catégories-là que l'éco-critique, en tant que mouvement de critique culturelle, va essayer de casser, de transformer. Alors, ce qui est remarquable, c'est que indissociable de l'éthique environnementale, en fait, l'écologie s'est peu à peu étendue du monde vivant, comme vous le soulignez, à d'autres objets,
comme la technologie ou la connaissance. On constate en effet que depuis plusieurs années, quelques années, un nombre croissant de chercheurs vont proposer d'utiliser, au-delà des disciplines, les résultats de l'écologie scientifique dans le domaine de la gestion de la société et en particulier celui du mieux vivre ensemble, de la convivence. Alors on peut penser par exemple à l'écologie des sens prônée par David Abraham, Comment la Terre s'est tue en 2013. On peut penser encore à l'écologie de l'attention, revendiquée par Yves Citon contre la googlisation des esprits, pour une écologie de l'attention en 2014. Est-ce qu'on peut parler d'une extension du territoire de l'écologie de la même façon dont vous parlez d'une extension du territoire de la littérature? En d'autres termes, diriez-vous que l'écologie s'impose aujourd'hui à la fois comme paradigme scientifique et comme style de vie pour lutter contre la disruption, ce phénomène d'accélération de l'innovation imposé par l'économie depuis la révolution numérique? Et puis, question corollaire, bien évidemment, peut-on qualifier le paradigme que vous décrivez comme étant à l'œuvre dans la littérature du XXIe siècle d'écologique? En fait, je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous évoquez, Valérie. Il y a d'une part le fait que l'écologie devient un paradigme scientifique, un paradigme d'interprétation globale. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une formule très frappante de l'un des grands théoriciens d'écologie, l'inventeur des hyperobjets, Timothy Morton, qui dit que l'écologie est un virus qui contamine tous les autres domaines de la pensée. Et clairement, on se met à penser, par exemple, l'histoire littéraire comme explicable par des modèles écologiques. On se met à utiliser la théorie des écosystèmes, hein, la théorie des biomes. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus récemment lors d'un colloque qui avait lieu organisé par l'un des grands éco-poéticiens d'aujourd'hui, Pierre Schkunches, et je me suis aperçu de l'extraordinaire euh, emprise désormais qu'avait le vocabulaire de l'écologie. Et je parle d'une biocritique, hein, d'une critique informée d'ailleurs non seulement par l'écologie elle-même, mais par tout le vocabulaire de la biologie. Et de ce point de vue-là, il y a des liens très forts avec les sciences cognitives. Et je crois vraiment que c'est tout à fait frappant de voir comme ça des théoriciens qui vont essayer, je sais pas, l'allemand Hubert Zapp, pour citer quelqu'un de très connu, hein, ou des gens comme Alexander Beecroft aux États-Unis, vont essayer de proposer une pensée utilisant par exemple le modèle de l'écologie culturelle, hein, pour essayer de comprendre l'imagination et la représentation littéraire. Donc voilà, vraiment des mouvements très forts, hein. Je vous renverrai à cet article, si ça vous intéresse, que j'analyse ces mutations épistémologiques, cette mutation de nos modes de pensée critique, et je crois que vous les évoquez. Ensuite, il y a un autre élément qui est effectivement l'utilisation, mais là je suis moins équipé pour vous répondre, hein, le transfert de la pensée écologique à nos modes de cohabitation. Et de ce point de vue-là, au fond, de la même manière que l'écologie est une épistémologie relationnelle dans laquelle tout est relation, sans doute dans les politiques relationnelles, dans les éthiques relationnelles et les éthiques attentionnelles, hein, au fond, autour de relation-attention, on a deux mots-clés des éthiques contemporaines. On a clairement ici une influence possible de l'écologie. C'est clairement une piste possible chez les grands penseurs de la relation, comme Glissant, par exemple. La question écologique est présente. Et je crois que le fait qu'on
on parle d'écologie attentionnelle, montre bien la sensibilité qu'on a à cette conjonction d'une réflexion éthique et politique et à ce que le mode de pensée, la sensibilité écologique nous apporte. Alors, en fait, ce paradigme à partir duquel se développe la fiction contemporaine, selon vous, la fiction contemporaine française en particulier, vous le qualifiez précisément de clinique. Vous parlez de paradigme clinique, qui est un terme qui appartient au vocabulaire thérapeutique. Alors, revenons, si vous le permettez, à ce préfixe « re » qui nous occupe ce soir, réparer, renouer, ressouder, retisser. La plupart des verbes que vous employez dans votre examen des projets littéraires du XXIe siècle comportent ce préfixe et lequel, on le comprend, ne se réduit pas à la répétition ou au retour en arrière. Le titre de votre essai, Réparer le monde, fait d'évidence écho au récit emblématique de Mélisse de Kérangal, Réparer les vivants, publié en 2014. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce texte et peut-être nous exposer à partir de ce texte, au fond, la généalogie ou la naissance de votre projet critique? Je me suis aperçu, à l'occasion de la parution de Réparer les vivants de Maïté Kérangal, mais aussi à l'occasion d'un certain nombre de grands, de grands discours, hein, je pense au grand discours de Barack Obama, Repair the World, que le mot de la réparation, le mot réparation, était devenu absolument indispensable à la fois sur un plan politique et sur un plan littéraire. Alors, clairement, la mystique, le concept de réparation du monde, ça vient de la mystique juive d'Isaac Luria, c'est ancien, c'est le XVIIIe siècle, mais dès les années 80, ça apparaît en politique, ça apparaît en termes d'éthique, seulement le tikkun, tikkun olam, réparer le monde, ça se diffuse, comme une sorte d'impératif et de mission sociétale pour non seulement le sage, comme le voulait Isaac Luria, non seulement le mystique, mais aussi pour l'action politique. C'est un moment où le terme commence à apparaître en littérature et commence à apparaître aussi dans les discours que l'on produit sur la littérature pour analyser le sens de la littérature, pour analyser ses fonctions. Euh, euh, L'idée qu'elle puisse réparer, notamment, réparer l'individu, devient très présente à un moment où émerge et rentre en critique littéraire la théorie des traumas et le fait qu'une partie non négligeable de la littérature parle de l'expérience traumatique individuelle, l'expérience traumatique sociale, collective, et clairement, le mot de réparation arrive aussi avec la théorie des traumas. Autrement dit, c'est un moment où tout le monde commence à utiliser ce vocabulaire-là, dont un autre des mots-clés est le mot de résilience. Vous l'avez évoqué, Valérie, à l'origine de cet exposé. Mot d'ailleurs dont on a sans doute beaucoup abusé, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, lorsqu'il s'agit de décrire l'action de la littérature, le mot réparer apparaît. Il s'oppose à un paradigme qui était celui de ce rêve esthétique d'un art qui se substituerait au monde. Il s'oppose à cette conception d'un art qui subvertirait le monde et s'oppose aussi dans une certaine mesure à l'idée d'une littérature qui aurait comme mission de transformer le monde. C'est dans une certaine mesure, et c'est sans doute la limite du concept de réparation. Le mot réparation évoque un ressaisissement, évoque une manière de faire face à toute une série de crises. Je crois vraiment que avec la fin des grandes idéologies, avec les grandes crises économiques, avec la mondialisation, les pays occidentaux et en particulier la France sont au fait d'un certain nombre de crises culturelles,
très beau papier de Nicolas Truong dans Le Monde il y a quelques semaines qui liste 3 grandes crises, la crise écologique, la crise anthropologique et la crise économique de la mondialisation. On pourrait les décliner autrement, mais en tout cas, la littérature vient sur tous ces sujets-là, surtout sur la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on est face à un centre de la France totalement désertifié, thème que vous retrouvez chez Pierre Michon, chez François Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à la désindustrialisation? Qu'est-ce qui se passe lorsque on est face à la disparition de la classe paysanne que vous retrouverez chez Marie-Hélène Lafon? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes confronté au capitalisme industriel, au capitalisme financier, thème que vous trouverez chez Eric Reinhardt. Toutes ces questions qui peuvent toucher à la crise écologique, à la crise migratoire, sont arrivées fortement en littérature à partir de ces années-là, comme est arrivé en littérature tous les traumas individuels des violences sexuelles jusqu'au deuil et à la maladie, hein, qui étaient présents, hein, qui n'ont cessé de hanter la littérature, mais qui deviennent vraiment l'objet principal de récits qui fleurissent sur l'expérience du deuil. Par rapport à ces traumas, par rapport à ces crises, très souvent, la littérature est opposée comme une sorte de réponse, de contre-feu, de mode de résistance, d'outils de résilience. Et je crois que c'est ce phénomène-là que le moment de la réparation vient désigner. Alors, dans Où atterrir, comment s'orienter en politique, publié en 2017 aux éditions de La Découverte, la même année que votre essai, Bruno Latour se demande pourquoi le mouvement social ne s'est pas d'emblée saisi des enjeux écologiques comme s'ils étaient les siens propres, ce qui lui aurait permis de prêter main forte, écrit-il, à l'écologisme encore faible. En d'autres termes, il se demande pourquoi l'écologie politique n'a pas su prendre le relais de la question sociale. Alors, la question, je vais la poser pas seulement à vous, je vais la poser aux 2 ou 3 témoins que j'ai invités ce soir et qui ont chacun peut-être une définition différente du mot politique. Si aujourd'hui, les politiques, quels qu'ils soient, ne semblent pas en mesure de combler les failles des communautés contemporaines, la politique au sens très simple d'action conduite dans et pour la cité, et par conséquent la littérature d'aujourd'hui, comprenons ici la lecture et l'écriture telles que vous les décrivez, ne pourrait-elle pas contribuer à les résorber? Et plus largement, la démocratisation de la culture, autrement dit la réduction de la distance entre les citoyens et l'art, ne constituerait-elle pas la clé de cette écologie politique pour laquelle militent, par exemple, pour ne citer que Bruno Latour et Frédéric Aït-Toiti sur les scènes de théâtre? Vous parlez du roman, et vous Alors, en parlez très bon, bien. il y a plusieurs questions différentes. D'abord, j'aurais envie de nuancer. Il y a extrêmement peu de pays qui, autant que la France, voient un parti écologique être aussi un parti fortement marqué à gauche. Et clairement, je crois que si vous regardez le programme des écologistes à cette présidentielle, vous trouverez à la fois un discours social et un discours sociétal et un discours écologique. Et je crois que c'est une spécificité et qu'on pourrait au contraire argumenter, ça a souvent été fait, que les limites du mouvement écologique en France tiennent au fait que c'est aussi et d'abord un mouvement sociétalement et économiquement très marqué à gauche. Et qu'en Allemagne, le découplage est peut-être plus fort entre les choix économiques et les choix sociétaux et la mouvance écologique. Donc on peut tout à fait discuter ce point-là. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord
Au contraire, moi j'entends en permanence dans le discours écologique l'idée que les problèmes écologiques sont des problèmes sociaux, que si on a eu une révolte des Gilets jaunes au moment de la taxe carbone, c'est parce qu'on n'avait pas pris en compte justement la question sociale en même temps que la question écologique. Et moi, je n'ai pas du tout l'impression que ces deux questionnements soient découplés. Alors maintenant, quant à ce qui serait le rôle de la littérature, je crois que l'heure est à un mouvement, est à une politique renouvelée de la littérature. Euh, J'en tiens pour preuve un ensemble d'entretiens que j'ai fait ces derniers mois pour aboutir à la publication d'un ouvrage qui paraîtra le 7 avril sur la politique des écrivains. Et j'ai été voir 26 écrivains qui vont, la plus ancienne, c'est Annie Ernaux, et la plus jeune, ça doit être Alice Zéniter, en gros. Hein, donc plusieurs générations d'écrivains. Et ces écrivains m'ont répondu que pour eux, effectivement, la question écologique était une des questions politiques de base, et presque unanimement, ils ont souligné que la littérature participait de l'exercice démocratique. Loin d'être une occupation aristocratique, voire antidémocratique, comme une partie de la réaction littéraire l'avait défendu pendant longtemps. Hein. Je vous rappelle que Mallarmé expliquait que l'artiste était forcément un aristocrate. Loin de cela, l'écrivain est désormais, pour les écrivains d'aujourd'hui, un démocrate et désormais quelqu'un qui participe de multiples manières à la vie démocratique ordinaire. Il y participe parce qu'il véhicule des représentations originales et progressistes, parce qu'il sensibilise la société à des problèmes qu'elle refuse de voir, et souvent à des problèmes sociaux, ceux notamment des invisibles, si vous voulez, mais de manière générale, en organisant un débat, en faisant parler de manière contradictoire des personnages, en permettant de comprendre les motifs des actions de ceux qui ne sont pas nous-mêmes. La littérature participe de la connaissance de la société et de l'argumentation du débat démocratique infini, hein, bien sûr, comme le dirait Claude Lefort. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, je voudrais maintenant élargir notre dialogue et y inviter trois personnes, trois de mes amis, pour évoquer ensemble, avec vous, trois initiatives qui essaient de faire de la littérature, ici, entre la Sarre et la Moselle, un agent de transformation sociale et un opérateur démocratique dans les trois registres de la lecture, de l'écriture et de la politique. Alors, le premier témoignage va être le témoignage de Monique Greff. Monique Greff est secrétaire de mairie à Bousbach, pardon, et elle a elle a fondé un cercle de lecture qui devrait retenir votre attention. Alors Monique, je te cède la parole. Est-ce que tu peux raconter l'histoire de ce cercle qui, il y a 3 jours, célébrait Proust et l'a célébré de comestible façon? Eh bien, parfaitement. Merci Valérie de me laisser participer à cette belle soirée. Merci Monsieur Geffen pour tous ces éclairements. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir effectivement sur l'ouverture du débat, parce que c'était un petit peu l'idée que j'avais au départ, c'est de faire participer finalement l'ensemble des habitants à des réflexions qu'on a proposées par différentes lectures, que ce soit des lectures initiées sur des romans, sur des thrillers, ou alors maintenant avec Proust, on n'a pas de catégorie, on laisse libre cours à notre imagination, à nos réflexions, et finalement on a créé ce cercle littéraire avec un certain nombre de personnes qui sont intergénérationnelles, je dirais même,
parce on commence à lire à 25-30 ans et on a des personnes de 70 à 75 ans. Et pourtant, on arrive à se retrouver sur une même lecture. C'est ça ce qui est assez extraordinaire. Un roman noir peut fasciner une personne de 75 ans, comme Proust a fasciné des petites lectrices de 25 ans. Donc, quelque part, c'est ça aussi qui m'a motivée à concilier un petit peu, à dire que la lecture, c'est le bon chemin pour réconcilier les gens finalement. Et donc, pour moi, il est évident que lire des livres, c'est un lien social et ça donne en même temps une empathie puisqu'on s'ouvre à l'autre. Et j'aime bien citer une petite analyse, une étude qui a été faite par une équipe américaine qui justement a mis, comment dire, il a montré que des romans ce sont pas seulement des moyens de travailler, mais que ça forge l'imagination et elle génère aussi de l'empathie et du lien, ce que je viens d'évoquer. Alors, on rapproche les gens avec cette étude rapproche les gens par le fait de dire, lorsqu'on lit, on a proposé à un panel, un échantillon de 150 étudiants à lire, les uns ont lu, la moitié ont lu Twilight, donc des romans sur le vampirisme, les autres ont lu Harry Potter sur les sorciers. Quand ils avaient fini de lire ces deux ouvrages, ils ont subi un certain nombre de tests et on a remarqué que finalement, ils étaient toujours ils se retrouvaient même dans leur jeu, dans le moi-même. Donc finalement, ils étaient un petit peu revenus à leur source et ils ont intégré une communauté de lecture, mais ça aurait pu être une communauté d'amis. Donc finalement, on arrive avec la lecture à reformuler des communautés. Et c'est ça, c'était l'intérêt initial que j'ai eu lorsque j'ai créé ce café littéraire. Donc pour moi, c'est fondamental que le roman il permet d'améliorer la compréhension de soi-même, surtout, et des autres. Donc, quelque part, l'ouverture à l'autre donne ce lien social, ce qui fait ce résultat majeur qui a été fait, cette analyse qui a été faite par des chercheurs de l'Université de Toronto. Donc, voilà, donc ce que je voulais aussi associer à ce cercle littéraire, c'est qu'on ouvre des champs différents. On a la lecture, mais pas que. On ouvre aussi avant on parlait d'écologie, on ouvre vers des lieux de lecture. On peut très bien imaginer de lire un livre, pas seulement dans un bureau ou dans une pièce, mais on peut le lire dans un jardin. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous ouvrons vers l'auberge de la lecture, vers un jardin partagé que j'ai initié il n'y a pas longtemps, et aussi d'associer justement des livres de lecture. Le prochain roman qu'on va lire, c'est un livre d'une botaniste, et elle est directrice des jardins botaniques de Nancy, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment c'est très éclectique au niveau des idées de lecture et du rapprochement effectivement du vivant à la nature telle qu'on la connaît, et aussi de la faire respecter fondamentalement. Donc là aussi, nous sommes dans une dimension de respect, de réalité et de dialogue. Et c'est dans cet esprit-là que nous souhaitons peut-être refaire venir l'homme vers l'autre et ouvrir à nouveau ce passage ou ce transfert de l'égocentrisme vers l'ouverture à l'individu, à l'autre individu. C'était ça un petit peu mon analogie, enfin ma réflexion. Maintenant, si vous permettez, j'aurais une question pour M. Geffen, parce que comme nous sommes en pleine année littéraire proustienne, j'ai une petite question. Est-ce que Proust a écrit une autofiction? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il s'agit vraiment en clair du croisement entre un récit réel de la vie de l'auteur et un récit fictif qui explore une expérience vécue par celui-ci? C'est ce qui m'intéresserait vraiment, ce serait d'abord votre avis. Ou est-ce que c'est simplement un néologisme de ce terme d'autofiction? Je ne sais pas, hein, mais ça m'intéresserait beaucoup de connaître votre opinion à ce sujet. Merci beaucoup, Monique. D'abord, je trouve tout à fait exemplaire votre travail local et vous montrez effectivement comment, en créant des liens et des communautés,
en faisant lien la littérature et l'échange participe hein, de la connaissance d'autrui, de la relation sociale et donc de la vie démocratique. Et je trouve que votre initiative est tout à fait exemplaire. Alors maintenant, est-ce que La recherche du temps perdu est une autobiographie ou une autofiction? C'est un sujet extraordinairement difficile. Il y a un chapitre entier d'une théoricienne qui s'appelle Dorit Cohn là-dessus. Euh, euh, et effectivement, Proust brouille les cartes. Il brouille les cartes parce que il emploie juste une fois le patronyme Marcel et encore dans des circonstances tout à fait indirectes. Et la transposition par un mécanisme de clé est tout à fait imparfaite et clairement la part d'imaginaire est très forte. Mais ceci dit, ce sont des considérations très, très techniques hein, liées à l'analyse de l'œuvre et je crois que dans une certaine mesure, on peut rattacher Proust au genre moderne de l'autofiction. Hein. C'est clairement une projection, une construction décalée, déplacée, réinventée, transformée de lui-même. Je voudrais souligner, cher Alexandre, que Monique a su rendre Proust comestible aux membres de son club en fabriquant des gâteaux à son effigie. C'est Ah, dommage que tu n'aies pas apporté de photos, Monique, mais c'était très, très touchant. Donc c'est ça la comestibilité de la culture, hein, la rendre accessible au plus grand nombre, partageable. Alors le deuxième témoin que je voulais convoquer ce soir, c'est une jeune fille qui s'appelle Antonia Yorum. Antonia, est-ce que vous êtes connectée? Oui, bonjour. Bonjour Antonia. Alors Antonia est étudiante à l'université de la Sarre et a eu le courage de s'inscrire à mon atelier d'écriture, donc qui a lieu chaque semaine. Et Antonia, ben, je vous laisse en parler, hein, parce que ce n'est pas un enseignement habituel dans le contexte, enfin si, de plus en plus, mais en Allemagne, je ne sais pas si c'est autant répandu qu'en France. En tout cas, vous vous êtes inscrite et on aimerait savoir ce que écrire dans le cadre de cet atelier vous a apporté. Alors, je précise peut-être que le thème de l'atelier était en lien avec l'écologie, en lien avec l'environnement, et qu'on a invité dans ce contexte Serge Jancourt, hein, l'auteur de Nature humaine, pour produire dans son sillage des textes en relation avec l'environnement, avec le rythme de vie, etc. Antonia, je vous cède la parole. Oui, alors, comme Madame Desoler l'a déjà dit, dans de l'atelier, nous avons écrit des textes sur l'environnement. Et dans ces textes, nous avons pu traiter des sujets qui nous préoccupent. Alors, on a par exemple écrit des prosopopées. Et je pense que le changement climatique, c'est un vrai problème. Et je pense aussi que c'est un sujet très important pour beaucoup de jeunes personnes. Et alors, je pense que l'atelier, alors écrire des textes littéraires en général, c'est une possibilité d'aborder ces problèmes. Par exemple, on a traité le sujet de la surconsommation. Et dans notre discussion et puis aussi dans nos textes, nous avons réfléchi sur les grands problèmes actuels, comme aussi la crise sanitaire et la relation entre cette crise et l'environnement. Et je pense que tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a écrit a aussi donné de l'espoir pour le présent et pour le futur. Et puis, en plus, pour moi, c'était une nouvelle approche non seulement au sujet de l'écologie, mais aussi à la langue française. Et je pense que moi et aussi les autres étudiants de l'atelier, nous avons appris beaucoup. Et moi aussi, j'ai gagné aussi de l'espoir. Alors, c'est un terme clé. Antonia, je vais vous faire une mauvaise surprise.
Antonia, je vais vous demander de lire, si vous pouvez le retrouver, pour Alexandre, ce dialogue que vous avez écrit dans le sillage du dialogue de Léopardi sur la mode et la mort. Et Antonia est l'auteur d'un texte. Je vous le fais lire parce que moi, je ne l'ai pas dans mes archives là sous les yeux. Est-ce que vous pouvez le retrouver rapidement? Dites-moi franchement si c'est possible et si, en respirant bien fort, vous n'avez pas peur d'en faire la lecture. Oui, je peux le faire, juste un moment. Alors, nous avons donc, cher Alexandre, lu et mis en perspective ensemble ce dialogue célèbre des petites œuvres morales, hein, le dialogue de la mort et de la mode. Je leur ai fait d'abord écrire des prosopopées liées à l'environnement, un sapin déraciné par la tempête, une vague pleine de papier plastique, etc. Et puis, on est passé du monologue, de la prosopopée au dialogue. Et Antonia a une idée formidable, elle a fait dialoguer l'iPhone 13 avec la mort. Alors, je voudrais qu'elle nous lise ce texte. Est-ce que, Antonia, vous êtes prête à le lire? Oui. Alors, nous vous écoutons. Vous n'oubliez pas les consonnes, hein, les rampes de lancement. Oui. Dialogue de la mort et de l'iPhone 13 Pro. L'iPhone 13 Pro. Madame la mort, Madame la mort. La mort. On ne m'appelle jamais, car je suis ce que personne ne veut voir. Tu vois ces pauvres créatures là-bas? Je les vois toujours. Je les vois quand il est temps. Ce sont mes serviteurs. Mais pourquoi m'as-tu appelé? Je reviendrai quand il sera temps. Tu les vois, ces hommes, là, qui se battent et sont sur le point de s'entretuer? Écoute, je vais te raconter une petite histoire. Je les ai fait venir pour moi, car ma puissance est grande. Regarde-les. Pourquoi veux-tu que je regarde ces hommes qui se battent? Au cours de ma vie, j'en ai vu des choses. Mais d'accord, je laisse mon travail quelques instants, je te donne la parole. Sais-tu pourquoi toi et moi, on est de la même nature? C'est parce que notre mission est de renouveler continuellement le monde. Bien sûr, on prend des routes différentes. Toi, tu te jettes sur les corps et sur le sang, et moi, je me contente des dos douloureux et des pouces en souffrance, des yeux brûlants et des esprits déprimés. En fait, je suis pour eux le renouvellement personnifié, un système photo nettement plus puissant, un écran si réactif qui renouvelle leurs sensations à chaque interaction, la puce de smartphone la plus rapide au monde, une résistance exceptionnelle et un gain d'autonomie spectaculaire. Tu la vois, cette autonomie? Regarde-la, cette autonomie. Regarde-les. Ils essaient de se poignarder l'un l'autre comme si j'étais quignon de pain, comme si j'étais de la nourriture qui les sauverait d'une faim cruelle. Néanmoins, la nourriture que je leur donne semble plus importante, plus exaltée pour eux. Regarde cet homme qui essaie de doubler tout le monde et d'arriver au but de la queue sans que les autres le remarquent. Il croit que je peux lui offrir tout dont il a besoin. De nouvelles couleurs comme le bleu alpin, l'argent, l'or et le graphite, la meilleure résistance à l'eau du bain, pour qu'il puisse prendre les photos haute résolution pendant ses vacances super actives qu'il publiera névrotiquement sur son profil Instagram, afin que ses amis puissent voir tout ce qu'il rate. Tout cela fait que cet homme et ses semblables me convoitent comme une drogue. En effet, je vois cette femme écrasée contre la vitre. Je vois en effet à quel point elle te désire. Tu dis vrai, mon cher iPhone. En fait, je crois que nous nous ressemblons plus que j'aurais cru. Et pourtant, tu n'es pas aussi puissant que moi. Tu te souviens quand on parlait de la faim? Je sais faire tout que tu sais faire. Je sais faire encore plus. Pense aux famines après les guerres. Ils se sont battus
puis à mort pour avoir quelque chose à manger. La faim, c'était moi. Ainsi comme tu peux voir que j'ai un grand nombre de visages. Non, je ne m'en souviens pas, car je n'étais pas encore née en ce temps-là. Mon existence dépend des désirs des hommes. Et maintenant, je suis leur seul désir. Regarde ce jeune garçon qui est en train de se disputer avec sa mère, car il me veut. Mais ils n'ont pas assez d'argent. Ah, les losers, souriez-leur, condamnez-les, abandonnez-les. Je sais que vous ferez pour moi. C'est inutile. Si le garçon ne tient pas tête, il lui montrerait qu'il vaut sans moi. Bientôt, il ne vaudra plus rien. Je vais. Écoute, bientôt, ça sera le moment. Bientôt, ils viendront. Ils te désirent tous. Jamais je n'aurais cru que tu étais si puissant. En fait, je pense que tu leur ramènes la ruine avant moi. Tu as enfin compris qui je suis et ce que je suis. Tu es seulement la douleur, l'horreur, la terreur. Ils ont tous peur de toi. Mais moi, je leur apporterai tout ce que les attend quand ils te rencontreront pour la première fois. Et alors, je leur adoucis la vie jusqu'au moment où le temps sera venu d'être reçu par toi. Ta mission est maintenant entièrement ouverte. Et même si ton chemin est différent du mien, on arrivera tous au même but, qui signifie la fin. Bonne chance, mon ami. Voici les affamés qui viennent à toi. Ils essaient de t'attraper, si près de leur but. Je vais te dire au revoir. Bonne chance, mon cher ami. Alors merci Antonia, vous étiez très émue. Je précise à Alexandre que Antonia n'est pas la langue maternelle d'Antonia est l'allemand bien évidemment et que ça a représenté donc un travail sur plusieurs semaines et qu'elle est en train de s'approprier maintenant le texte qu'elle a écrit pour le lire publiquement le 2 février prochain. Tu as une question, vous avez une question, pardon, à poser peut-être à Antonia Moi, j'avais juste une remarque, c'est qu'en fait, après avoir vu la démocratisation en fait des échanges et de la lecture et leur socialisation, c'est la démocratisation de l'écriture et la socialisation autour du travail d'écriture que cette magnifique entreprise vous avez menée, Valérie, avec ces ateliers d'écriture et des réussites aussi émouvante que ce texte qu'on vient d'entendre, mis sur la capacité, au fond universelle, de chacun en régime démocratique à se saisir du langage, à y placer son expérience. Et je crois que c'est un très bel exemple. Je crois qu'il n'est pas isolé, hein, partout fleurissent des d'écriture qui vraiment ont des fonctions euh, d'intercommunication, de création de réseaux, d'expression personnelle, mais qui aboutissent à des textes qui sont aussi de grandes réussites artistiques et je crois que c'est vraiment le cas dans ce qu'on vient d'entendre et je vous en remercie. Nous vous remercions de votre écoute, Alexandre, et puis de vous adapter au format inhabituel peut-être de notre rencontre. Le troisième invité est Christophe Arendt. Christophe Arendt est député de la 6e circonscription de Moselle et président à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié franco-allemand. Cher Christophe, je suis très heureuse que tu aies accepté de te connecter avec nous. Moi, je voudrais que tu témoignes de ton action sur le terrain, comment tu peux aider les acteurs, comme on les appelle, de la culture dans ta circonscription, à promouvoir le lien social. Je pense au Théâtre du Carreau, je pense bien évidemment à cette extraordinaire association dont tu peux nous parler, qui est la SBH, et qui résulte de la combinaison d'une association d'anciens mineurs
et d'une association de travailleurs maghrébins. Bonsoir, chers amis. Merci pour ton invitation, très chère Valérie. Et merci à Alexandre Geffen d'avoir ouvert un champ immense de possibles. Et je vais bien humblement essayer de défricher un petit peu sur la thématique que tu me demandes, Valérie. Mais j'aimerais d'abord, avant de venir sur les choses concrètes qui sont faites sur le territoire et bien au-delà, pour reconstruire, dire pourquoi, à mon sens, il est important de promouvoir la culture dans cette reconstruction. Alors, des choses ont été construites. C'est un édifice. Cet édifice, il est composé de connaissances acquises. C'est quelque part la définition de la culture. Les connaissances acquises. Et en tant que telle, la langue que nous parlons est une connaissance acquise. Vous connaissez tous cette expérience qui a été menée dans l'après-guerre en Angleterre, où on s'était interrogé quelle langue des bébés se mettraient spontanément à parler si on ne les orientait vers aucune d'entre elles. Eh bien, la langue est tellement liée à la culture et est tellement liée à une connaissance acquise que les bébés que l'on privait de toute communication verbale ont dépéri. Ont dépéri. Et donc, cette langue est capitale pour nous dans nos vies. Et là, j'arrive sur un autre point, puisque nous sommes dans un bassin de vie transfrontalier, où justement, au moins 2 langues différentes se percutent. 2 cultures différentes se percutent, au moins au niveau de la langue. Même si je peux m'avancer en disant que d'un point de vue culturel, il y a plus de convergence entre un Mosellan de l'Est et un Sarrois qu'entre un Mosellan et un Breton, par exemple. De même, il y aura plus de convergence entre un Sarrois et un Mosellan de l'Est qu'entre un Sarrois et un habitant de Hambourg, par exemple. Mais au-delà de la langue, la culture, c'est aussi tous les aspects artistiques d'une civilisation. Et là, j'en viens à l'art que vous avez développé ce soir, qui est celui de la littérature. Mais je ne voudrais pas négliger les autres moyens d'expression artistique, puisque quelque part, c'est encore une fois un langage au-delà de la langue maternelle, du langage verbal, qu'il s'agisse d'architecture, de sculpture, de musique, de littérature, des arts de la scène ou encore du cinéma. Et c'est là où on voit qu'il est important, dans un bassin de vie transfrontalier qui se veut le berceau de l'Europe, de créer de la convergence. Et il est quelquefois plus facile de créer cette convergence par le langage artistique que par le langage verbal. Et c'est là tout l'enjeu des développements que nous faisons en termes de culture sur le territoire. Parce que aujourd'hui, l'Europe a, à mon sens, un problème majeur. Elle ne dispose pas d'une identité européenne. Et cette identité passe par la langue, par les moyens d'expression artistiques. Cette identité européenne peut passer aussi par des valeurs communes. Et ces valeurs peuvent très bien, comme Alexandre Geffen l'a bien expliqué, être supportées par la littérature dans la reconstruction de l'édifice, dans la réparation de cet édifice. Concrètement, à partir de la mi-janvier, a été mis en place un pass culturel qui devra donner accès à tous les jeunes entre 15 et 18 ans à la culture.
que cela soit l'achat de livres, la participation à des spectacles, et c'est là un premier pas. Sur notre territoire, tu as évoqué quelque chose qui aujourd'hui s'appelle l'Action sociale du bassin houiller, mais qui avant s'appelait l'Association sportive du bassin houiller, l'ASBH, qui fait un travail énorme en termes d'intégration et qui participe à des festivals, comme par exemple le festival Migration, dont l'objectif est encore une fois de rapprocher sur un territoire qui est terre d'immigration les cultures et les identités des individus pour améliorer le bien vivre. Nous avons à Forbach, nous disposons d'une scène nationale. Cette scène nationale, qui est une des 3 scènes nationales du Grand Est, ne saurait se développer sans coopération forte avec le voisin allemand. Par exemple, le festival Perspective, le festival à destination des jeunes, Lustig. La biennale de peinture à Forbach est imprégnée d'esprit européen, puisqu'il n'est pas rare que le vainqueur de cette biennale, ou tout du moins de nombreux exposants, viennent de très nombreux pays européens. La galerie Tête de l'Art à Forbach est une galerie d'art associative dont nous faisons la promotion d'une coopération avec le Kulturbahnhof. Malheureusement, la crise sanitaire a rendu les choses encore plus délicates. Cette galerie de l'art reçoit des exposants de plusieurs dizaines de pays du monde entier. Et cette galerie qui, au départ, devait faire une exposition, en est à, je ne sais pas, à plusieurs dizaines de vernissages et plusieurs centaines d'artistes du monde entier. Il y a un partenariat également avec cette galerie d'art, avec le nord de l'Allemagne, avec Hambourg. Dans l'offre culturelle du secteur, nous ne pouvons pas oublier nos musées, qu'il s'agisse de culture ou de tourisme industriel comme la Route du Feu, qui partant du site UNESCO de Völklingen, passant par le musée de la mine à Petite-Rosselle et aboutissant sur les cristalleries de Saint-Louis, nous rappelle là à une culture ancienne commune, une culture industrielle commune. Nous disposons d'un écrin tout particulier avec ce musée de France, le musée des mineurs à Petite-Rosselle, à côté duquel il y a de nombreux sites d'exposition aujourd'hui de peinture, notamment la galerie Clin d'œil dans le lycée Jean Moulin, ou beaucoup d'autres choses encore. De nombreuses médiathèques, de nombreuses salles de spectacle, et à chaque fois, encore une fois, je le redis, il est important que tous ces éléments soient vus sous un prisme franco-allemand. Et c'est pour cela que nous avions imaginé quelque part dans un monde idéal un fonds financier qui subventionnerait largement les projets franco-allemands. Et bien, le rêve est, la réalité est allée au-delà du rêve, puisque aujourd'hui le Fonds citoyen franco-allemand existe et dispose de 5 millions d'euros dont chacun des auditeurs de ce soir pourrait faire usage dans la promotion de projets franco-allemands. Je conclurai par une micro-folie franco-allemande qui s'établit dans le premier établissement scolaire, établissement-service de France, le lycée Condorcet de Schöneck, où un partenariat avec Airbus est envisagé dans un sens de promotion de la culture européenne. Et last but not least, je ne peux m'empêcher de citer l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui soutient de nombreux projets ici et qui soutient également le travail que fait le département dans le bilinguisme par le système Sésame GR. Je n'ai pas été exhaustif, je pourrais parler du sujet pendant des heures, mais je pense que chacun doit rester à sa place et que peut-être un échange par des questions
sera encore plus riche. Merci, chère Valérie. Merci, cher Christophe, monsieur le député. Alors, c'est d'autant plus important, cher Alexandre, que le théâtre que nous avons ici est un bastion de résistance. Le Carreau, vous citez régulièrement Wajdi Mouad. Sachez qu'il a été mis à l'honneur plusieurs fois au théâtre du Carreau et qu'il a drainé un très large public et a donné lieu à des débats absolument formidable sur le multilinguisme comme langue commune de l'Europe. Alors, bien évidemment, il est temps d'ouvrir maintenant le chat au public. Si vous avez, cher public, des questions à poser à notre invité, que je remercie une nouvelle fois pour sa générosité, son adaptabilité, si vous avez donc des questions à poser à notre invité ou à Monique Greff, Antonia Leroum, Christophe Arendt, le chat est ouvert. À moins qu'Alexandre, vous ayez des questions à nous poser sur la manière. C'est peut-être le moment d'entendre plutôt le public. Hein. Je crois que Christophe Arendt a été très, très éclairant et je crois que vous êtes vraiment au cœur de l'initiative. Moi, je suis très, très, très intéressé de voir un peu, au fond, dans le champ allemand, quelle est est-ce que la littérature a repris l'importance sociale, politique considérable qu'elle a repris en France. Je serais très, très curieux d'avoir votre retour sur la comparaison, au fond, entre les deux pays, si vous avez l'occasion. On peut demander à Nicole. Nicole, vous êtes assistante de Marcus Messling, l'ancien directeur du centre Marc Bloch à Berlin. Vous avez travaillé aussi, votre chaire a travaillé avec Patricia Auster-Stierle. Ce sont deux amis, deux formidables collègues qui font tout pour promouvoir la littérature française en Sarre. Mais que diriez-vous de cette importance accordée à l'écrivain allemand en Allemagne, pardon, s'il y avait une petite étude comparée à conduire entre... Irène aussi peut tout à fait participer si elle le souhaite. Tout à fait habilitée à participer. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Desoyette, merci de la question, de conclure. Donc, moi je dirais donc, que le statut de l'écrivain est bien entendu très différent qu'en France pour oui, en fait, les raisons donc, que Gisèle Sapero, comme vous l'avez aussi dit dans votre présentation, M. Geffen a justement montré que je crois donc il y a un peu moins donc le champ de enfin le champ ou le rôle de l'intellectuel donc n'a pas une telle prestige, importance et aussi donc une position un peu d'extérieur d'observateur donc qu'en France. Oui, mais ce sont que des petites oui, des petites réflexions donc sans être trop mêlé dans le sujet. Non, je comprends. Effectivement, le statut de l'intellectuel français est très particulier et sans doute l'attente formulée à l'égard de l'intellectuel, du
grand écrivain, ce grand écrivain national qui a été analysé par des gens comme Anne-Marie Thiès, par exemple, et très particulier à la France, mais c'était au fond plutôt sur les discours sur la littérature, sur leur utilité, sur lesquels je m'interrogeais. Hum, Concernant les sujets, donc je dirais, donc moi je peux surtout parler donc d'un genre spécifique donc, que je traite dans ma thèse, le genre de la dystopie. Et là, j'aperçois donc que quand même, donc, il y a un peu une autre forme déjà donc, de traiter le sujet de la migration, de l'identité nationale, donc de tout ce qui a à faire donc avec voilà donc la crise des réfugiés et un peu les anxiétés donc de l'époque coloniale sont bien évidemment donc on peut donc plutôt orienter donc vers d'autres événements historiques et dont on se souvient aussi aujourd'hui. Et mais j'aperçois que euh, quand même donc il y a oui, comment dire donc euh, il y a certaines similarités donc qu'il y a juste une certaine voilà donc une tendance de s'orienter donc plutôt vers des scénarios dans l'avenir qui sont plutôt Mm. pessimistes aussi. Ou, Mais par exemple, vous travaillez pour Marcus Messling, qui mène tout ce ouais, programme dans lequel la question de la réparation est très importante. Est-ce que c'est un programme qui en Allemagne a un écho? Est-ce que ça suscite beaucoup de discussions dans la communauté académique, par exemple? oui, ben, surtout, donc, il y avait euh, toutes sortes discussions donc, autour de l'ouverture du Humboldt Forum, euh, donc sur la question de la reconstitution donc, des objets d'art donc, qui étaient pris pendant la période coloniale Mm. et sur la culture des musées, sur aussi en fait, c'était que dans les dernières années donc, qu'on a commencé à traiter donc, notre propre histoire coloniale, euh, ce qui était, enfin, comment dire, donc, euh, qui est beaucoup moins présent donc, en Allemagne qu'en France ou en Belgique. Euh, oui, voilà. Merci beaucoup, merci. Oui, on a organisé enfin, on a co-organisé avec le Bureau du Livre de Berlin la double interview des récipiendaires du prix Franz Hessel. Alors, c'était assez intéressant parce que du côté français, c'était Emmanuel Pirer, dont vous connaissez bien l'œuvre. Du côté allemand, c'était Lola Randall. Et ce chassé-croisé nous a beaucoup appris sur leur obsession commune. Et là, la littérature allemande et la littérature française se rencontraient sur le thème précisément de l'écologie. Euh, du côté d'Emmanuel Pirer, les créatures hybrides, la robotisation, l'inhumanité numérique, comme elle l'appelle. Et puis du côté de Lola Randall, le jardin partagé, exactement ce que vit Monique au jour le jour.
Et c'était formidable de recueillir ce double témoignage sur un même thème, de voir deux illustrations, l'une française, l'autre allemande, de la même obsession. D'accord. C'est assez nouveau, hein, ce prix est assez récent. Et il faut mentionner d'ailleurs le grand apport de la Villa Gilet et de Lucie Campos à ces rencontres, à cette rencontre en particulier. Alors, y a-t-il d'autres Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais, pour conclure, revenir à cette petite phrase de Václav Havel, dont il serait bon de redécouvrir la pensée aujourd'hui dans le contexte européen. Il disait l'inconvénient naturel de la démocratie est qu'elle est extrêmement fatigante pour ceux qui la pratiquent honnêtement. Alors, pour conclure, je voudrais remercier chacun d'entre vous, qui que vous soyez, de la peine que vous vous donnez pour en défendre et, si possible, pour en incarner les valeurs de cette démocratie. Donc, merci beaucoup Merci à beaucoup. tous. Et merci Bonsoir. Bonsoir à toutes et à vous, tous. Alexandre. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, merci.